Bonjour, donc je suis Jérôme Dumonteil de la société Abilian et je viens vous présenter un projet en cours de développement qui s'appelle NUA. Develop in a Box, on a repris ce slogan. Je vais vous présenter ça donc maintenant un peu rapidement, le besoin, le contexte, c'est-à-dire d'où vient ce projet, face aux besoins, quelle est notre réponse, la réponse de NUA. Et enfin, le projet et un élément central qui est le fichier de configuration qu'on utilise, qu'on appelle NUA config, et peut-être l'exemple d'une application. Donc je verrai à quelle vitesse je passe la fin de la présentation. Alors, le besoin, c'est le besoin d'une entreprise, on peut qualifier de petite, qui fait des développements logiciels pour ses clients, et qui a besoin donc de déployer plusieurs instances d'une application sur des environnements qui peuvent être bare metal ou des éléments virtualisés. Pour déployer des applications, donc d'une part développées en interne, soit des applications tierces, des utilitaires, d'autres choses. Donc aussi bien pour des besoins internes que pour les clients d'Abilian. Bon, on a tous plus ou moins ce besoin-là, sauf quand on fait du développement, des fois on veut déployer très rapidement, démo 1, démo 2, démo 3, version 1, version 2, et à chaque fois qu'on déploie, eh ben, on repart dans provisionner une base de données, paramétrer un stockage local, distant, Nginx, HTTPS, etc. Donc la volonté c'était de gagner du temps là-dessus. Alors, on a regardé c'est quoi l'état de l'art. L'état de l'art technique, aujourd'hui, c'est évidemment plateforme as a service, software as a service, des conteneurs, et qui dit conteneur, à la fin, tout ça se retrouve en hébergement chez des GAFAM sur du cloud. Et on a constaté aussi, en parallèle, un besoin au niveau français, européen même, qui est des demandes de type souveraineté. C'est-à-dire, on a bien sûr le RPGD, mais on a une demande croissante de solutions dites souveraines. Je veux savoir où sont stockées mes données, voire je veux les stocker chez moi. Je veux avoir en permanence la main sur mon approvisionnement logiciel. Oui, mais si on est allé vers le cloud, si on a fait des conteneurs, c'est que l'auto-hébergement, on appelle ça auto-hébergement, mais avant c'était l'hébergement classique d'applications en interne, ça reste cher, complexe, avec toutes les questions de fiabilité, sécurité qu'on peut imaginer. Bon, face à ça, la proposition NUA, on a regardé, on va répondre aux deux problématiques. La réponse de NUA, la proposition, c'est une plateforme as a service, mais auto-hébergée. Alors, si on réfléchit un peu, c'est un oxymore, c'est contradictoire dans les termes mêmes, puisque on considère d'habitude que les plateformes as a service, c'est des services distants, des services où on s'inscrit et on n'a justement pas à gérer l'hébergement soi-même. Alors que là, on va proposer un pass auto-hébergé. Pourquoi un pass? Parce qu'on veut avoir au niveau local, chez soi, sur sa propre machine, les facilités en termes de fonctionnalité qu'offrent la plupart des plateformes d'hébergement d'applications. Alors on pense que c'est un oxymore, mais ça peut être une réponse, on appelle ça disruptive, aux besoins du marché. Je vous laisse la phrase complète en anglais. Je trouve ça toujours amusant d'avoir l'explication en français par une phrase en anglais qui semble toujours un peu tellement marketing. Le projet, maintenant. C'est un projet 100% Python, ce qui fait une de ses caractéristiques, parce que des plateformes d'hébergement d'applications, il n'y en a pas tant que ça dans ce contexte, en open source, en Python, etc. Donc déjà, c'est des choses à noter. On a essayé de faire un Python vraiment à jour avec Poetry, Pytest, les Type1, Black, Flake 8, enfin, je vous apprends rien a priori. Peut-être Ruf, que j'ai moi-même découvert il y a un mois. C'est un outil un peu comme Flake 8. Si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup d'aller faire un tour. De quoi est constitué le projet? Deux ensembles fonctionnels, je dirais, des commandes d'administration système.
tout ce qu'on peut imaginer, déployer une application, déployer des dépendances, rebooter un service, et des algorithmes d'affectation de ressources. Parce que ce qui va faire la force de ce genre d'outils, c'est de décider sur quel port on va mettre tel service et d'affecter, si possible, les ports automatiquement, et ainsi de suite. Pour faire cette application, c'est pas tant la complexité technique sous-jacente que des choix structurants pour essayer d'assurer un certain succès à l'application. Ça va être, on va privilégier autant que possible une configuration déclarative plutôt qu'impérative, c'est-à-dire de demander via un fichier de configuration un résultat sans forcément expliciter toutes les étapes pour y parvenir. Donc on va donc derrière utiliser de l'autodétection, du contexte. Et on va essayer, pareil, de simplifier même cette configuration en utilisant plutôt des conventions plutôt que de la configuration explicite pour éviter les duplications d'informations. Bon, je mets à chaque fois autant que possible et ça va évoluer parce que tout ça demande un peu de réglage fin. On va commencer à s'appuyer sur des technologies éprouvées, les leaders du marché, je dirais, des containers Docker dans un premier temps, mais comme on fait notre propre fichier de configuration et notre propre orchestrateur, on vise bien entendu à pouvoir supporter à terme plusieurs autres formats, voire plusieurs autres méthodes de containerisation, voire même simplement d'isolation d'applications, que ce soit Nginx ou d'autres systèmes. A priori, ça pourrait rentrer dans le scope de NUA moyennant des plugins. L'objectif de NUA, c'est d'héberger des web apps, c'est-à-dire des applications qui sont un peu de la même nature, l'interface est genre une interface web. Donc il y a beaucoup de littérature, on va s'inspirer des meilleures pratiques. Je pense aux 12 facteurs notamment, donc ça vient du monde Heroku, une haute plateforme que vous connaissez probablement. Et évidemment, on va prévoir des extensions par le biais de plugins. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail technique du projet. Il y a pas mal d'applicatifs à l'intérieur. On va faire à terme une interface web, une ligne de commande générique. Mais derrière, dans le back-end, il y a deux principaux moteurs. Un qu'on appelle le build et un qu'on appelle le run. Alors le build, en gros, c'est compiler l'application, l'installer. La compiler, on va dire, et l'installer dans le conteneur, et le run, c'est la déployer sur son domaine cible. Alors, là encore, c'est assez simple, mais on va essayer de maintenir des contraintes de simplicité, de reproductibilité, etc., et de résilience, parce qu'en fait, on veut évidemment simplifier le déploiement d'applications, mais pas... en gardant quand même un minimum de sécurité. Il faut garder c'est assez facile de faire un script shell qui déploie une application. C'est un peu plus difficile de faire un truc dont on puisse raisonnablement penser qu'on a respecté un certain nombre d'étapes de sécurité, que les mots de passe ne sont pas en clair partout, etc., etc. Donc c'est toute la difficulté là dans ce genre d'application. Alors, je vais commencer par vous présenter NUA Build. Donc, c'est la commande de bas niveau qui va piloter la création du package déployable. Aujourd'hui, c'est donc ce qui fait l'image Docker. Et c'est peut-être là que la présentation de NUA commence à être intéressante, parce que je n'ai pas fait tout ce chemin pour vous présenter un Dockerfile, ou plutôt aussi un Dockerfile ultra simplifié. Donc, la séquence de build... derrière ça veut dire on va proposer notre fichier de configuration, NUA config, on va l'analyser, on va détecter des images de base requises. C'est-à-dire que notre config va nous dire ça va partir sur non seulement une distribution Linux Ubuntu, on fonctionne aujourd'hui sur cette distribution-là, mais je vais utiliser une image de base NUA qui contient un agent qu'on utilisera lors du déploiement, et peut-être des images plus spécifiques, par exemple, qui contient toute la couche Node.js pour ne pas avoir à la réinstaller et perdre, je dirais, 10 minutes lors du rebuild de l'application.
On va donc builder ou pooler des images requises. On va récupérer un certain nombre de fichiers, les sources de l'application, éventuellement un Dockerfile, éventuellement d'autres fichiers de configuration, et on va in fine faire le build au sens Docker, c'est-à-dire on va construire l'image Docker. Et on va stocker, je dirais, un endroit ad hoc le résultat, on va dire dans un premier temps localement ou dans le registry Docker lui-même. Derrière ça, on va avoir l'orchestrateur. Donc on a maintenant buildé notre application. On va avoir peut-être une instance on va peut-être avoir une ou deux versions de cette application, peut-être une liste d'une dizaine d'applications. Donc tout ça, c'est très classique dans le monde Docker. On a notre registry avec des images et on va maintenant voir comment les déployer. Pour ça, l'outil de bas niveau, nous l'appelons NUA Orchestrator. Il va lire, il va prendre comme entrée au minimum juste deux informations, c'est-à-dire l'ID de l'application, son nom, et le nom de domaine, le full qualified domain name cible. Typiquement, mon application, ça va être mon application, va s'appeler mon application, et je vais la mettre sur demo1.exemple.com. Normalement, avec l'orchestrateur, il devrait se suffire de ça. Son rôle, il va commencer donc par analyser les applications demandées. Alors évidemment, à l'orchestrateur, on peut lui demander de déployer cette application sur démo 1, démo 2, démo 3, exemple.com. On peut en faire 3 à 4 instances. C'était un des prérequis initiaux, et ce que ne font pas tous, je dirais, les petits orchestrateurs. On veut un orchestrateur capable de déployer plusieurs instances. Donc on va analyser la demande et déployer là où les applications sur un certain nombre de domaines. Aujourd'hui, des domaines locaux, à voir en fonction des routages derrière. L'orchestrateur va ensuite tirer, en fonction du nom de l'application, les images dont il a besoin. A priori, il peut les tirer en local s'il va les tourer localement, mais il peut s'adresser à un autre registry qu'on paramétrera par ailleurs. Pour l'instant, on est sur les commandes de bas niveau, donc l'orchestrateur, à ce niveau-là, il sort en erreur, évidemment, s'il ne trouve pas l'image précompilée. Au niveau de la ligne de commande complète, on pourra à ce niveau-là demander la compilation de l'application elle-même si quand même son fichier de configuration est disponible. L'orchestrateur récupère un certain nombre de métadonnées depuis l'intérieur de l'image NUA, récupère les dépendances éventuelles, et va se charger de toute une configuration de port, de volume, avant de faire le déploiement proprement dit, c'est-à-dire d'éteindre proprement la génération précédente d'applications qui étaient en service, poser la nouvelle configuration et redémarrer les systèmes. Puisque vous aviez peut-être une autre version de l'application sur votre démo1.com et ce genre de choses. Et éventuellement, vous ne voulez pas débrancher salement en perdant les données. Donc il y a toutes ces étapes-là, c'est ce qui fait la force d'un orchestrateur, c'est de penser à toutes ces petites choses qui font perdre un temps fou quand on doit les gérer manuellement. Alors, je vais vous présenter maintenant le fichier de configuration qui pilote tout ça. Il a comme caractéristique principale d'être unique, c'est-à-dire que c'est le même fichier dans lequel on va déclarer la manière dont on veut builder, c'est-à-dire compiler l'application et l'installer au sein d'une image, c'est-à-dire les informations servant à fabriquer l'image de base, et c'est le même fichier qui va contenir les informations qui décrivent de quelle manière on veut la mettre en production. Alors, c'est pas dans la présentation, et après, lorsque l'orchestrateur reçoit ces demandes, on peut, en plus de la déclaration je veux telle application sur tel nom de domaine, on peut rajouter, par contre, il y a marqué dans les variables d'environnement qu'on est en mode production, on peut écraser à ce moment-là toutes les variables et dire je veux être en mode debug par exemple, ou je veux changer tel paramètre qui est dans la configuration par défaut. Donc ce fichier de configuration va déclarer d'une part
la configuration de l'application elle-même, mais la liste et la manière de gérer ces dépendances en termes de ressources. Les ressources, pour simplifier, ça va être du stockage. Essentiellement, oui, c'est ça. Essentiellement des applications tierces, typiquement une application de base de données, voire du stockage physique, enfin du stockage sur disque dur, de fichiers plats, pour des fichiers d'upload, ce genre de choses. Et on va pouvoir les déclarer avec aussi peu de paramètres que nécessaire. Pour garantir le bon fonctionnement, enfin garantir qu'on n'a jamais de conflit de configuration, le fichier qui a servi à configurer l'application containerisée est copié évidemment à l'intérieur du conteneur et l'orchestrateur va utiliser cette version-là, cette copie-là. Il n'y a pas de stockage externe d'informations tierces. Toute l'information doit être contenue au niveau du conteneur lui-même. Et c'est la même du build jusqu'au déploiement, histoire d'éviter des conflits de version. Alors je vais passer maintenant rapidement sur un exemple concret. Donc, je vous ai dit l'application NUA est en cours de développement. Il y a déjà des choses qui fonctionnent même pour nous, on utilise déjà en interne. EdgeDoc, c'est une application, je ne sais pas si vous connaissez, c'est du Node.js, donc c'est pas forcément le jour d'en faire la promotion, mais c'est un très bon outil pour gérer du Markdown. Ça permet de faire du Markdown et de l'exporter en HTML ou autre. Il y a trois grands niveaux de données dans le fichier de configuration. Premier niveau, c'est les métadonnées. Je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus. C'est toujours la même chose, les métadonnées, auteur, tagline, site web. On peut noter quand même qu'au niveau des métadonnées, on va mettre la source, l'URL de la source de l'application. Et que les accolades vont évidemment être interprétées comme des f-strings en fonction d'autres paramètres, très classiquement le numéro de version de l'application. Plus intéressant, c'est la section de build. Donc c'est ce qui doit nous permettre de piloter la construction du conteneur. Et en fait, je vérifie, mais il n'y a vraiment que ça. C'est juste ces lignes-là. On va avoir les packages, en l'occurrence des packages Ubuntu, qui vont être nécessaires lors du fonctionnement de l'application. On en a deux. Et ensuite, on a des packages de build qui vont être nécessaires lors de la construction de l'application dans le conteneur, mais qui on va enlever pour ne pas surcharger inutilement le conteneur, qu'il y a un volume raisonnable, et qu'on va enlever en fin de build. Et on a un smoke test de vérification pour être certain que le build de l'application s'est bien passé. Au-delà de ça, on a encore un petit fichier de build qu'on va utiliser pour la partie spécifique à l'application. Et en l'occurrence, il fait 3 lignes. C'est lancer le fichier spécifique de l'application, un setup.sh ou autre. Et cette partie-là, on est en train de l'automatiser pour un certain nombre de familles d'applications. Et typiquement pour Python, vous comprenez bien que si on détecte un fichier poetry.loc, un fichier pyproject, etc., on n'a plus besoin, on passe en autodétection complètement. Ce qui fait que ça, c'est ce qui va remplacer en fait le Dockerfile. À partir de ça, on va construire automatiquement un Dockerfile qui va être lancé et qui va utiliser des dépendances d'images en amont NUA dont un agent sur le truc. Très rapidement, un aperçu du build en ligne de commande, ça ressemble à ça. Il se passe rien normalement. C'est-à-dire qu'on va chercher des images de dépendance du projet NUA, en l'occurrence une couche Python, et le builder qui nous fabrique le build. Et on se retrouve avec un fichier de configuration par défaut, puisque là, dans le build, on n'a pas spécifié de Dockerfile. On va chercher notre Dockerfile par défaut et on pense que 90% des applications vont passer avec un Dockerfile par défaut. Et on construit cette image. Je lance pas en live parce que ça peut prendre quand même 10 minutes pour EdgeDoc. Je passe rapidement sur la section Run, maintenant qu'on a vu le build.
C'est peut-être la partie qui peut vous intéresser le plus si vous avez l'habitude d'utiliser Docker Compose ou pour Docker. C'est la partie qui automatise ce que fait les fichiers Docker Compose. On définit pour l'environnement, finalement, on va piloter avec des variables d'environnement, en général, pour la 99% des applications. On a évidemment une clé globale qui va être le domaine, apporté par l'orchestrateur. Ça demande mon fameux je veux que ça tourne sur des-exemple.com. C'est le contenu de la variable domaine. On va déclarer des ressources un peu plus bas, une base de données, et on va récupérer pour l'application ce que fournit la base de données, à savoir son mot de passe, password, enfin mot de passe, compte et le hostname pour le réseau local. Tout ça est automatisé par derrière. Et bon, des variables plus classiques pour cette application. La section en run va définir aussi, on lui donne comme information le port sur lequel l'application envoie ses données. C'est la variable conteneur 3000. On n'a pas à spécifier le port sur lequel on veut comment dire, forwarder ce port, sur lequel on veut faire le lien. C'est l'orchestrateur qui va le choisir. C'est la grande différence avec un fichier, je dirais, manuel de type Docker Compose, où on doit quand même spécifier les ports qu'on affecte. Ici, ils vont être affectés automatiquement par l'orchestrateur. À quoi ça sert? Aux multi-instances. Je peux utiliser le même fichier de configuration. Au moment de demander à l'orchestrateur, je vais juste donner les trois noms de domaine. Il va m'affecter les ports ad hoc. Bon, je passe, on peut mettre un health check. Je passe sur les volumes. Là, on va déclarer un volume d'upload le plus simplement du monde. Il suffit de donner un préfixe et on va le compléter des noms de domaine des différents types de déployés. Et enfin, une ressource là, de base de données. En l'occurrence, comment je déclare que je veux une base de données Postgres. Je lui donne un nom qu'on a vu utiliser plus haut, qui est database. Je dis que je veux le type Postgres, et quand c'est exprimé comme ça, ça va être un conteneur Docker Postgres, et je lui demande quand même une version pour être sûr. Donc en l'occurrence, une version, ça va être une version 14. Et c'est fini. De manière optionnelle, je peux mettre un backup. Ça suffit pour déclarer une base de données. La demande de l'orchestrateur, voilà l'exemple de base. Excusez-moi. Et voici ce que donne le log avec un déploiement, là en l'occurrence en 2 instances. Mais je vais peut-être m'arrêter maintenant. Je dois être juste dans le format, c'est bon pour l'heure? Voilà, donc s'il reste 2 minutes et que vous avez des questions, je suis disposé à y répondre. Oui. Oui, tout à fait. C'est fait pour être utilisé pour une interface web. Mais bon, on commence en ligne de commande. C'est une des raisons pour lesquelles on veut vraiment simplifier la configuration, les demandes faites par l'orchestrateur, parce qu'il y aura probablement une version, je qualifierais, interne, utilisée par des développeurs, mais on va pouvoir l'utiliser aussi pour des utilisateurs moins aguerris, en conservant par exemple, si mon domaine est exemple.com, je peux garder en valeur par défaut le nom de domaine de ma société dedans, etc. etc. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut automatiser.